Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une histoire assez fascinante, la biographie d'une obligation juridique. Oui, oui, vous avez bien entendu. De sa naissance jusqu'à sa mort, on va suivre ensemble le cycle de vie d'une dette en s'inspirant de la vision du grand juriste Jean Carbonnier. La question qui va nous guider est simple en apparence. Une fois qu'une dette existe, que se passe-t-il? Est-ce que c'est quelque chose de figé dans le marbre ou est-ce que c'est le début d'une véritable aventure juridique? C'est ce qu'on va voir. Bon, pour commencer, il faut présenter notre personnage principal, l'obligation. Dit comme ça a l'air un peu abstrait, un lien de droit, mais en fait, c'est très concret. C'est cette connexion, invisible mais super puissante, qui unit deux personnes. Le créancier, celui qui a le droit de recevoir quelque chose, et le débiteur, celui qui a le devoir de fournir cette chose. C'est vraiment l'ADN de base de toute promesse qui a une valeur légale. Et c'est parti pour le premier acte de cette vie mouvementée, la transmission. Parce que non, une obligation n'est pas statique. Elle peut bouger, elle peut circuler d'un patrimoine à un autre. Et pour voyager, elle a, disons, 3 moyens de transport principaux. D'abord, la cession de créance, c'est quand on vend son droit d'être payé. Ensuite, la cession de dette, où l'on transfère son devoir de payer. Et enfin, la cession de contrat, qui est un peu le package complet. On transfère toute sa position dans le contrat, droit et devoir compris. Alors là, attention, il y a une différence capitale. Dans la cession de créance, c'est le créancier qui change, c'est assez simple. Mais dans la cession de dette, c'est le débiteur qui change. Et là, c'est beaucoup plus délicat. C'est tellement délicat que l'accord du créancier est absolument obligatoire. Et ça se comprend, non? Personne n'a envie de voir son bon débiteur remplacé par quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer. Mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important tout ça? Eh bien parce que cette capacité des obligations à circuler, c'est littéralement le moteur de toute notre économie moderne. Sans ça, pas de rachat de crédit, pas de titrisation, pas d'affacturage pour les entreprises. Bref, de nombreux mécanismes financiers qu'on utilise tous les jours n'existeraient tout simplement pas. C'est un rouage absolument essentiel. On passe maintenant à l'acte 2, la fin de l'histoire. Comment une obligation s'éteint-elle? Comment ce fameux lien juridique se rompt-il? La façon la plus simple, la plus logique et la plus courante, c'est évidemment le paiement. Le débiteur fait ce qu'il a promis, il paie sa dette. L'obligation a rempli sa mission, elle peut s'éteindre tranquillement. C'est en quelque sorte sa mort naturelle. Mais parfois, la fin est un peu plus surprenante. Imaginez, une tierce personne, un ami par exemple, paye une de vos dettes à votre place. L'obligation initiale envers le premier créancier est bien éteinte, mais elle n'est pas vraiment morte, elle a juste changé de visage. C'est ça, la subrogation. Le nouveau payeur prend la place de l'ancien créancier et peut maintenant vous demander le remboursement. Un autre mécanisme hyper pratique, c'est la compensation. L'idée est toute simple. Si on se doit de l'argent mutuellement, ça ne sert à rien de faire deux chèques. Nos dettes vont tout simplement s'annuler l'une l'autre à hauteur de la plus faible. Prenons un exemple très clair. Disons que la personne A doit 100 € à la personne B. Mais il se trouve que B doit 80 € à A. Eh bien, au lieu de s'échanger des billets, on fait un calcul simple. Les dettes se compensent et au final, il ne reste plus qu'à A de verser 20 € à B. Et voilà, l'affaire est réglée. C'est l'efficacité juridique à l'état pur. Et la liste des fins possibles ne s'arrête pas là. On a aussi la novation qui consiste à remplacer une ancienne dette par une toute nouvelle. Il y a la remise de dette qui est un peu un cadeau du créancier qui décide d'abandonner son droit. Et puis il y a la prescription. Là, c'est le temps qui fait son œuvre. Si le créancier attend trop longtemps pour réclamer son dû, sa dette meurt de vieillesse et il ne peut plus agir en justice. Mais et si l'obligation refuse de mourir paisiblement? Que se passe-t-il si le débiteur ne paie pas? Bienvenue dans l'acte 3, la contrainte, l'acte des affaires inachevées. Forcément, si le débiteur ne s'exécute pas de lui-même, la justice ne va pas laisser le créancier les bras croisés. Le droit lui donne un véritable arsenal, des pouvoirs pour forcer l'exécution de la promesse. Et ce qui est vraiment malin dans cet arsenal, c'est la double approche. D'un côté, on a la prévention, ce sont les mesures conservatoires. L'idée, c'est de geler les biens du débiteur pour l'empêcher d'organiser son insolvabilité en douce. Et de l'autre côté, on a le remède, l'exécution forcée. Là, on passe à l'action, on saisit les biens et on les vend pour que le créancier soit enfin payé. Alors, il faut savoir que pendant très très longtemps, le droit français était guidé par un principe presque sacré. Il disait en substance que si quelqu'un ne voulait pas faire quelque chose qu'il avait promis, on ne pouvait pas le forcer physiquement. La seule solution, c'était de transformer ça en dommages et intérêts. Une question de respect de la liberté individuelle. Sauf que ce principe a bien changé. Aujourd'hui, la justice a des outils bien plus incisifs, ce qu'on pourrait appeler des coercitions permises. L'outil le plus connu, c'est l'astreinte. Le juge va fixer une pénalité financière, par exemple 100 € par jour de retard.
Très vite, ça devient beaucoup plus coûteux de ne pas s'exécuter que de le faire. C'est une façon très efficace de forcer la main, sans forcer physiquement. Et voilà, on arrive au bout du voyage. On a parcouru tout le cycle de vie de l'obligation. C'est une véritable petite épopée juridique en fin de compte. Alors, si on résume, tout commence par une naissance, la création du lien. Puis, il y a la vie, une période où l'obligation peut circuler, être échangée. Vient ensuite la fin, le plus souvent par le paiement, mais on a vu qu'il y avait d'autres portes de sortie. Et enfin, il y a une sorte d'au-delà. Si la fin ne se passe pas comme prévu, la contrainte, le pouvoir de l'État, intervient pour s'assurer que la promesse sera tenue d'une manière ou d'une autre. Du coup, ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour la route. Si on est d'accord pour dire que ces obligations, ces promesses, sont le véritable carburant de notre économie, alors, est-ce que le régime général des obligations, toutes ces règles qu'on vient de voir, ce n'est pas tout simplement le code de la route qui permet à l'ensemble du système de fonctionner sans accident? C'est une bonne image à garder en tête. Merci de nous avoir suivis.